Bonjour à tous. Ici Pascal Lotaz, des études littéraires, et aujourd'hui je parle à nouveau avec le toujours brillant politologue et auteur, le Dr Vijay Prashad, directeur de l'Institut tricontinental de recherche sociale. Vijay, bienvenue à nouveau. Ravi d'être avec toi, Pascal. Très heureux de te voir, oui. Ravi de te revoir. Je voulais te demander ton avis sur ton analyse de la situation en 2025. Je veux dire, nous sommes maintenant, aujourd'hui c'est le 22 octobre, et nous voyons la montée en puissance vers une guerre au Venezuela. Tout le monde s'attend à une deuxième guerre en Iran. Et nous avons vu au cours de cette année comment les BRICS se sont développés, ainsi que l'OCS et d'autres formats. Donc, je voulais savoir comment tu interprètes ce que nous observons actuellement dans la politique mondiale. Eh bien, vous savez, reprenons votre expression à propos de la guerre, car c'est vraiment intéressant. Les États-Unis sont de loin l'un des plus grands dépensiers militaires au monde, plus de 50% des dépenses militaires mondiales. Les pays de l'Alliance OTAN+, si l'on inclut le Japon, la République de Corée et ainsi de suite, représentent près de 80% des dépenses militaires mondiales. C'est incroyable, vous savez, quand on met tout cela ensemble, quand on regarde les chiffres par habitant de ce qui est dépensé dans ces sociétés. Néanmoins, au cours de la dernière décennie, les États-Unis n'ont pas vraiment réussi à tirer parti de leur capacité à détruire des pays. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, nous avons vu les États-Unis s'enliser en Afghanistan. Oui, très bien. Chef d'état-major, vous pouvez bombarder n'importe où. Vous pouvez détruire n'importe quelle hutte des très pauvres paysans afghans. Mais pour l'amour de Dieu, vous ne savez pas comment conquérir la terre. Et cela était très clair dès le début. De même, en Irak, les États-Unis pouvaient bombarder Fallujah et Ramadi, larguer des bombes à uranium appauvries sur ces villes. Mais ils ne pouvaient pas vraiment les tenir. Ils ne pouvaient pas les occuper efficacement. Et d'ailleurs, nous voyons la même chose avec les Israéliens. Ils peuvent bombarder Gaza d'un bout à l'autre, ravager le paysage. Mais une fois que les chars israéliens sont entrés dans Gaza et que la résistance a commencé à riposter, ils ont dû se retirer. C'était en janvier 2024. Ils ont dû se retirer. Ils n'ont pas pu passer à la deuxième phase de leur occupation. Et maintenant, ils sont assis aux abords de Gaza, une partie du territoire qu'ils contrôlent. Mais ce n'est ni à Gazaville, ni à Rafah, ni à Khan Yunis. Ils ont dû se retirer de ces zones. Ils ont trop peur de perdre des vies. C'est la réalité. Alors oui, les États-Unis menacent le Venezuela. Mais avec quoi? Il y a environ 150 à 200 000 Vénézuéliens sous les armes. Si les États-Unis débarquaient réellement des troupes au Venezuela, ce ne serait pas aussi facile qu'ils l'imaginent. Ils devraient se battre rue par rue. Je ne pense pas qu'ils s'en réjouissent. Au mieux, quelques bombardements ici et là pourraient être acceptables pour l'état-major. Mais je ne pense pas qu'ils se lanceront dans une guerre à grande échelle. Nous avons vu la même chose avec l'Iran. Vous savez, l'Iran a 3 fois la population de l'Irak. Oui, on peut bombarder depuis le ciel. Les Israéliens, ce sont des gens si courageux, vous savez. En réalité, leur guerre est une guerre de lâcheté, menée depuis le ciel. Mais ils ne vont pas débarquer de troupes sur le sol iranien. J'en doute. Ils se retrouveraient à combattre rue par rue, et ils n'en ont pas l'envie. Alors les États-Unis, leurs partenaires israéliens, les Européens, tous, beaucoup de grands discours, la manière lâche de combattre depuis le ciel. Mais quand il s'agit de conquérir réellement un territoire, je ne pense pas qu'ils en soient capables. Et d'ailleurs, si nous pensons qu'ils vont hésiter avant une attaque contre le Venezuela, imaginez le tigre de papier, pour citer le président Mao à propos de la Chine. Je veux dire, il n'y a aucune chance que les États-Unis envoient ne serait-ce qu'un seul soldat sur le sol chinois.
En même temps, pourtant, on assiste à une escalade de la rhétorique, n'est-ce pas? Les États-Unis ont désormais, en gros, rebaptisé leur département de la défense en département de la guerre et des absurdités, quelque chose comme ça. Tandis que dans le même temps, Donald Trump essaye de se présenter comme le plus grand artisan de la paix sur la verte planète de Dieu. Mais on voit aussi comment la notion de paix est devenue une situation où un camp cesse de tirer, du moins à Gaza, tandis que l'autre continue de tuer sans distinction. Et pour une raison quelconque, les médias occidentaux trouvent cela tout à fait normal et s'y conforment. On le voit aussi avec le Venezuela. Je veux dire, les médias occidentaux rapportent simplement « Oh, des bateaux de drogue ont été neutralisés ». Êtes-vous en quelque sorte surpris par cette machine de propagande publique autour de tous ces actes horribles et sanguinaires? Oh non, je veux dire, les médias sont tombés dans leur propre genre d'égout il y a très longtemps. Nous l'avons vu en 2002, lors de la préparation de la guerre illégale contre le peuple irakien. Le New York Times, le soi-disant journal de référence, publiait en fait des mensonges transmis à Judith Miller par les services de renseignement américains, comme s'il s'agissait de faits. Elle écrivait sur les armes de destruction massive, comme si c'était avéré. Et on peut remonter encore plus loin, jusqu'à la première attaque contre l'Irak en 1991, quand une agence de relations publiques fabriquait des histoires pour les médias américains sur des bébés jetés hors des incubateurs, et ainsi de suite. Une grande partie de cela a été fabriquée afin de préparer l'attaque contre l'Irak en 1991. Je veux dire tout cela, même après coup, sans le moindre sentiment de honte de la part des médias, crée une sorte d'insensibilité. Vous savez, il y a une réaction froide au sein même des médias. Ils ne semblent pas s'en soucier. Je veux dire, ils rapporteront n'importe quoi et tout. Regardez la couverture sur le Xinjiang, sans aucun souci du dossier factuel de base. Vous savez, il y a quelque temps, un journaliste a dit un jour au New York Times, « Je peux écrire n'importe quoi sur la Corée du Nord et vous le publierez. » Je pourrais dire que, vous savez, le plat préféré du régime est, je ne sais pas, peu importe, des chiens grillés ou mangés vivants, et vous en feriez une histoire factuelle. Cela n'a aucune importance, car la vérification, la recherche d'une deuxième ou d'une troisième source, rien de tout cela n'a jamais empêché qui que ce soit de rapporter ce qu'il voulait à propos des guerres des États-Unis. Donc vous savez, quand on parle des médias qui font ceci ou cela, il faut être très clair. Ce sont des sténographes du pouvoir. Ce ne sont pas des journalistes. Je refuse de les considérer comme des journalistes. Je suis tout à fait d'accord. Pourtant, je pense que nous assistons actuellement à un changement à ce sujet. Je veux dire, le simple fait que nous ayons les réseaux sociaux, ces podcasts, et ainsi de suite, ainsi que les reportages directs via Facebook et autres, même depuis une zone de génocide, me semble faire une différence. Peut-être pas tellement en Occident, mais certainement dans le Sud global. Avez-vous des observations? Par exemple, si l'on compare la période actuelle à la guerre d'Irak de 2002-2003 ou à la guerre d'Afghanistan, en quoi la perception de ces crimes par le Sud global est-elle différente aujourd'hui? Eh bien, cela se produit en réalité même dans le Nord global. Je veux dire, c'est ce qui provoque ces grandes manifestations. 250 000 personnes à Amsterdam, bon sang. De toutes les villes, tu vois, là où il y a un gouvernement d'extrême droite, et tu as cette immense manifestation contre le génocide à Gaza. Les gens ne croient tout simplement pas ce qu'ils lisent dans les médias traditionnels ou entendent. En fait, ils ne lisent pas les journaux. Ils ne le font pas. Tu sais, autrefois, on déplorait ce fait en disant « Eh bien, les gens ne lisent pas les nouvelles. » Ce n'est pas vrai. Ils ne lisent simplement pas les mauvaises nouvelles. Ils s'informent ailleurs, sur des sites web,
des podcasts comme le tien, et ainsi de suite. C'est de plus en plus populaire. Des gens prêts à s'engager avec d'autres formes de reportage. Des personnes qui ont des contacts sur le terrain ou qui y sont, et qui rapportent les faits d'une manière différente. Vous savez, il y a longtemps, Patrick Cockburn a dit que les meilleurs reportages de guerre ne viennent pas du front, mais de ceux qui sont capables d'évaluer ce qui se passe. Parfois, dans le brouillard du front, on ne perçoit pas l'ensemble de la situation. Mais en réalité, cela s'est révélé un peu faux à Gaza, où il a été très utile d'entendre directement les voix des Palestiniens qui nous disent que ce qu'ils voient est en totale contradiction avec ce que, disons, le New York Times rapporte, et ainsi de suite. Donc oui, cela a fait une grande différence. Je suis tout à fait d'accord. Je ne nierai pas que cela a eu un impact énorme. Mais je dirais aussi qu'il y a une sorte de schizophrénie que nous avons. D'un côté, nous savons que les États-Unis, par exemple, sont profondément affaiblis, même militairement. Leur capacité à faire avancer l'histoire par la puissance militaire est diminuée. Nous le savons. D'un autre côté, nous craignons les États-Unis parce qu'ils possèdent encore une capacité immense. Je veux dire, d'accord, peut-être que les États-Unis ne peuvent pas faire avancer l'histoire au Venezuela par une invasion. Mais 4 ou 5 mers de toutes les bombes larguées sur Caracas auraient certainement un impact énorme sur le peuple vénézuélien, sur les habitants de Caracas. Voilà donc la schizophrénie. Nous savons qu'ils ne peuvent pas faire avancer l'histoire par la force militaire. Mais nous savons aussi qu'ils peuvent semer le chaos et détruire des vies humaines avec cette même force militaire. Oui, je veux dire, c'est un peu comme voir un homme très grand, très confus et très en colère dans la rue, avec beaucoup d'armes. Même si tu sais que le type est un peu perdu, tu n'aurais quand même pas envie de t'en approcher, non? Mais on ne peut pas vraiment s'éloigner davantage des États-Unis. La question, pour moi, c'est comment, peut-être pas le désarmer, mais comment l'apaiser. As-tu un peu d'espoir pour nous, pour notre capacité mondiale à calmer les États-Unis et à leur dire « Écoutez, tout ira bien, ce sera un monde multipolaire, mais vous en resterez un membre apprécié. » Vois-tu un moyen d'y parvenir? Que penses-tu de l'approche des Russes et des Chinois? Parce que je suis presque sûr qu'ils doivent y réfléchir. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais que les habitants des États-Unis parviennent à une certaine prise de conscience. Je pense que c'est une prise de conscience importante. Regardez, vous avez mené une guerre de 20 ans, dépensé plus d'1 billion de dollars américains pour renverser les talibans. Au bout du compte, les talibans sont revenus. Les Israéliens ont mené un génocide à Gaza, tué je ne sais combien de personnes, détruit toute l'infrastructure là-bas, en partie pour éliminer le Hamas. Mais le Hamas est de retour. Je veux dire, le Hamas ne va nulle part. Les talibans ne vont nulle part non plus. Vous savez, les États-Unis pourraient peut-être repenser à leurs précédents exemples de changement de régime, peut-être le renversement de Saddam Hussein, et ainsi de suite. Mais il s'agissait là de gouvernements conventionnels qui ont été renversés. Vous savez ici, il s'agit plutôt de forces politiques sur le terrain, soutenues par un large sentiment populaire qu'on ne peut pas écarter aussi facilement. En d'autres termes, votre stratégie est inutile. Autant vous faire à la réalité. Je veux dire, il n'y a aucun moyen pour les États-Unis, par une intervention militaire ou une autre, d'éliminer le Parti communiste chinois. Ce n'est pas possible. Cela n'arrivera pas. Le Parti communiste chinois est extrêmement populaire en Chine pour de nombreuses raisons. L'une d'elles est qu'il a su résoudre le problème de la pandémie. Il a réussi à éradiquer la pauvreté absolue. Il y a eu de la stabilité dans le pays après cette période atroce qui a précédé la révolution chinoise. Une longue ère de seigneurs de la guerre qui remonte peut-être à la dynastie Qing et qui s'est prolongée jusqu'en 1949.
Pas seulement jusqu'à la guerre contre le Japon, mais encore plus loin, avant 1911. Et les gens se disent, « Mon Dieu, nous connaissons cette histoire. Nous ne voulons pas y retourner. » Il faut donc qu'il y ait un moyen pour la Chine, pour la réalité, disons, de comprendre que, dans certaines régions du monde, on ne pourra tout simplement pas utiliser sa force militaire et économique pour modifier l'équilibre de manière à l'emporter et à faire accéder son protégé au pouvoir, même en Irak. Ils se sont débarrassés de Saddam Hussein. Mais, vous savez, où est Ahmed Chalabi? Il n'est jamais devenu Premier ministre, ni président de l'Irak. C'était leur intermédiaire, leur personnage favori. On ne le voit nulle part en Syrie. Je veux dire, je ne pense pas que le premier choix des États-Unis ait été Bachar el-Assad. Je ne pense pas non plus que leur premier choix ait été Ahmad Shara, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'ils auraient préféré, vous savez, peut-être l'une des figures des frères musulmans que le gouvernement turc mettait en avant. Ou peut-être, vous savez, un type soutenu par les Européens qu'on aurait fait venir de l'Université de Genève ou d'ailleurs pour devenir président de la Syrie. Mais je ne pense pas qu'ils voulaient vraiment Ahmad Shara. Je doute fort que même les Israéliens aient été contents de ce type d'Al-Qaïda, parce que ça donne une mauvaise image. Vous savez, ça donne juste une mauvaise image. Même s'ils l'appréciaient en tant que personne, ça donne une mauvaise image. Donc, d'une manière ou d'une autre, la réalité doit s'infiltrer dans les générations qui émergent aux États-Unis. Les gars, vous ne l'avez tout simplement pas. Vous n'avez pas la capacité de transformer le monde avec vos bang bang bang. Vous savez, même les films de cowboys ne se terminent pas toujours comme vous l'imaginez. Il y a beaucoup de pathos à la fin du film de cowboys. Parfois, c'est le mauvais gars qui meurt. Tu sais, le YouTuber et podcasteur Russell Brand, je crois, a un jour fait un commentaire très spirituel. Malheureusement, je ne le retrouve plus. Mais il a dit quelque chose comme « Ces gens qui dirigent la Maison Blanche, sont-ils vraiment aux commandes? Ou ne sont-ils que les puces dans la fourrure du chien de guerre? Le chien de guerre, c'est lui qui guide tout. C'est un système qui continue simplement à avancer, parce qu'il a été construit pendant plus de 250 ans sur une violence extrême pour obtenir ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Je veux dire, il est fondé sur un génocide sur le continent nord-américain. Il est fondé sur une expansion continue. 250 ans de cela. C'est très similaire à Israël, n'est-ce pas? Dans l'ADN d'Israël se trouve le terrorisme de l'armée israélienne, qui remonte même à avant 1948. Donc, en un sens, il est logique que ces États soient expansionnistes et extrêmement violents, car leurs institutions fonctionnent ainsi. Penses-tu que, même si cette prise de conscience s'infiltre dans la majorité de la population, il y ait encore une chance que, malheureusement, le système lui-même, y compris Israël, le capitalisme et la manière dont le capitalisme fonctionne et structure les incitations, finissent simplement par être violents? Eh bien, à un moment donné, plusieurs choses vont frapper un pays comme les États-Unis. D'abord, c'est un pays avec un très grand nombre de migrants, et ces migrants viennent d'un ensemble de pays, principalement d'Amérique latine, entre autres. Et il va y avoir un changement dans le ton ou la culture de l'élite. Je veux dire, je ne suis pas sûr du commentaire de Russell Brand. C'est un peu alambiqué, parce qu'en un sens, on pourrait simplement s'en tenir à l'expression classique du chien qui remue la queue ou de la queue qui remue le chien. Pas besoin d'aller jusqu'au petit insecte assis sur le poil de blabla. Ce que je veux dire, c'est que la question, c'est de savoir qui contrôle les choses, n'est-ce pas? Et vous savez, je ne suis pas généralement enclin à penser que le pouvoir est aussi centralisé dans une sorte de conspiration. Je pense qu'une culture s'empare également d'un pays.
et transformer cette culture a un impact. Il est en effet vrai que les grandes formations culturelles peuvent influencer les politiques. Et je ne le dis pas d'un point de vue libéral. Je veux dire que, même si un petit groupe de personnes dirige les choses, elles doivent tout de même vivre dans le monde. Elles ne vivent pas dans un château dans les nuages. Elles vivent dans le même monde et en subissent les effets. Leur prochaine génération en est également affectée, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il existe une réelle possibilité de changement culturel dans ces pays. Vous savez, ce n'est pas vraiment une question de transfert de l'Empire de la Grande-Bretagne aux États-Unis, et ainsi de suite. Si la Grande-Bretagne était restée le centre de l'Empire pendant 20 ans de plus, avec une migration massive en provenance des anciennes colonies, le pays lui-même aurait changé de manière assez spectaculaire. En fait, il a déjà beaucoup changé, et il continue de lutter pour se transformer, avec cette étrange et singulière angoisse liée à la migration. C'est un pays qui a été entièrement façonné par la migration, et pourtant, il souffre de cette sorte de schizophrénie propre aux anciennes puissances coloniales en déclin. Il existe une fracture entre la manière dont elles se perçoivent et ce qu'elles sont réellement. Je pense que cet aspect culturel demande du temps, mais il finira par se stabiliser. L'autre aspect, c'est la question de la praticité. Je veux dire, on peut avoir aussi peu de personnes qu'on le souhaite, la puce sur le dos de X, Y, Z. Oui, on peut avoir un très petit nombre de personnes qui dirigent les choses. Elles peuvent avoir un ensemble d'idées aussi paranoïaques et folles qu'elles veulent, mais elles ne sont plus efficaces. Vous savez, il fut un temps où les États-Unis renversaient des gouvernements beaucoup plus facilement. La CIA pouvait intervenir et agir bien plus aisément pour renverser un gouvernement. C'est plus difficile aujourd'hui. C'est plus difficile. Je veux dire, les gens ont tiré certaines leçons. Au Venezuela, par exemple, à la fois au Venezuela et à Cuba, les immenses leçons de la mobilisation de masse. Les Cubains ont appris cela, vous savez, la leçon de la mobilisation de masse. Ils l'ont appris il y a des décennies. Les Vénézuéliens ont tiré cette leçon de Cuba, et d'autres pays l'ont également apprise. Je pense que l'Iran a compris cette leçon. La mobilisation de masse, faire descendre des dizaines de milliers de personnes dans la rue, vous savez, pour bloquer la politique de la négativité dans le pays. Nous voyons cela dans de nombreux endroits. Les Chinois ont utilisé cette méthode pendant la pandémie. La mobilisation de masse. Vous savez, la mobilisation de masse pour éradiquer la pauvreté. Cela, en réalité, empêchait de petits groupes de personnes de mener des coups d'État, et ainsi de suite. L'idée de la révolution de couleur ne m'a jamais séduit, principalement parce qu'il n'est pas si facile de la contrôler dans beaucoup de ces pays. Prenez le cas du Népal ou du Bangladesh, ou peu importe. Bien sûr, les services de renseignement occidentaux jouent un rôle, mais pas plus que l'échec des gouvernements en place, et pas plus que leur incapacité à gérer des populations dont l'âge médian est de 25 ans. Au Malawi, l'âge médian est de 18 ans, Pascal. Cela signifie que la moitié de la population a moins de 18 ans. Il n'est pas nécessaire d'avoir une révolution de couleur pour créer un problème là-bas. Il y a simplement des gens qui n'ont pas d'emploi, qui ne veulent pas migrer pour aller travailler dans un boulot misérable ailleurs. Cela veut donc dire que les forces politiques internes doivent vraiment affronter ces changements massifs dans leur pays et ne pas se cacher derrière l'excuse du genre « l'Occident nous harcèle » ou « ils viennent faire ceci ou cela ». L'Occident n'est plus aussi puissant qu'il l'était. C'est un peu comme le magicien d'Oz. Exactement. En même temps, on voit bien comment les institutions occidentales essaient de s'ingérer et d'exercer leur influence, n'est-ce pas? Je veux dire, nous avons maintenant cette belle comparaison entre la Géorgie d'un côté et la Moldavie de l'autre.
Et l'Europe a été très en colère, tout comme les États-Unis, contre la Géorgie pour avoir effectivement adopté une loi sur la transparence stipulant que si vous êtes une ONG dans ce pays et que vous recevez plus de 25% de vos revenus de l'étranger, vous devez le déclarer. Vous devez le rendre public afin que l'on puisse voir qui finance qui, n'est-ce pas? Et nous savons qu'ils se sont mis extrêmement en colère et ont dit quelque chose comme « Vous devez arrêter cela ». Il n'est pas juste d'imposer la transparence. Alors qu'en Moldavie, on voit que le gouvernement actuel est très satisfait, très obéissant et aussi très encouragé. On observe la même chose en Arménie, qui a même mené une répression politique contre toute forme d'opposition ne suivant pas la ligne pro-Uber. Et tout cela est présenté comme étant pro-russe ou anti-russe. Alors que les Géorgiens disent quelque chose comme « Non, nous voulons simplement rester neutres. Nous ne voulons juste pas fâcher les Russes, n'est-ce pas ?» Alors, quelles sont les bonnes politiques à adopter pour s'assurer que d'un côté, les griefs puissent être pris en compte et que de l'autre, il n'y ait pas trop d'ingérence extérieure? Eh bien, bien sûr qu'il y en a. Je veux dire, regardez, ces lois sont très bien. Il est tout à fait acceptable pour un pays de dire que tous les fonds, où qu'ils soient, doivent être transparents. Mais, vous savez, c'est une question d'équité. Parfois, ce sont de très petites organisations qui se font harceler parce qu'elles veulent soulever des sujets qui dérangent dans le pays, qu'il s'agisse de sexualité ou d'autres choses. Elles sont prises pour cible. J'aimerais voir tous les politiciens faire preuve de transparence. Pourquoi pas? Je veux dire, dans certains des pays que tu as mentionnés, la transparence ne va que dans un seul sens. Tu sais, les grands politiciens ne sont pas transparents au sujet de leur argent. Et de temps en temps, on sent passer des relents de scandales ici et là. De plus, ce sont des pays relativement petits, en population et en superficie, où de faibles montants de financement extérieur peuvent avoir un impact démesuré. Ce n'est pas la même chose dans un grand pays, comme l'Inde, où le gouvernement indien a sévi contre Greenpeace et d'autres. Je pense qu'il y a une exagération de la part du gouvernement. Je veux dire, de quoi avez-vous peur, vous savez? Ils ont sévi contre un site web que j'ai contribué à fonder, NewsClick, en le qualifiant de financé par l'étranger, et ainsi de suite. Ils ont arrêté le fondateur, un homme de 75 ans, et l'ont mis en prison pendant 8 mois, simplement parce que le site couvrait le mouvement des agriculteurs. Ils ont dit « Oh, c'est financé par l'étranger, financé par les Chinois, et ainsi de suite. » De quoi avez-vous peur? Vous savez, il y a une manière démesurée dont ces débats se déroulent aussi. Je veux dire, je reste prudent à propos de ces débats. Écoutez, j'ai écrit un livre intitulé Washington Bullets. Je ne suis pas naïf quant à la façon dont Washington s'immisce dans les sociétés et tente de manipuler les choses, ni sur la manière dont les entreprises privées d'Internet jouent avec les algorithmes. Toutes ces choses sont vraies, mais il est tout aussi vrai qu'il existe de véritables forces sociales à l'œuvre dans ces pays et qu'il ne faut pas les rejeter d'emblée comme de simples jouets entre les mains de puissances étrangères. Vous savez, nous devons adopter une attitude beaucoup plus large et plus généreuse face aux contradictions. En un sens, parvenir à une interprétation réelle et factuelle, et ne pas simplement appliquer une théorie de manière uniforme à tout. On ne peut pas recouvrir la réalité entière d'une seule couverture et prétendre que cela explique tout, alors que ce dont on a réellement besoin, c'est d'une analyse minutieuse, ce que Lénine appelait l'analyse concrète de la situation concrète. Si vous ne faites pas cela, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses dans des contextes et des pays spécifiques. Oui, et aussi l'acceptation que deux choses peuvent être vraies en même temps. On peut avoir des opérations d'influence venues de l'étranger, des ONG qui font un travail précieux, et un gouvernement qui réprime
tout ce qu'il ne veut tout simplement pas entendre. Je veux dire tout cela, donc il n'est pas nécessaire que ce soit l'un ou l'autre. Absolument. Absolument. J'apprécie vraiment que vous disiez cela, parce que parfois, nous tombons dans le piège de l'absolutisme, vous savez, ce qui n'est pas... Enfin, je viens d'une tradition marxiste où la dialectique est bien plus importante qu'une sorte d'absolutisme kantien. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, et je l'apprécie beaucoup. Je veux dire, c'est l'une des choses que je ne comprends pas dans de nombreuses approches européennes. Pourquoi ne serait-il pas possible que la guerre en Ukraine soit à la fois une invasion illégale et provoquée? Pourquoi faudrait-il que ce soit l'un ou l'autre? Je n'ai toujours pas de réponse claire, si ce n'est que les Européens ont tendance à raisonner en ces termes manichéens. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Mais je suis désolé, je vais me laisser aller un peu ici, tu sais Pascal. Mais quand tu dis les Européens pensent, je ne veux pas être insultant envers le continent européen, parce que c'est absurde. Pourtant, j'ai vraiment été très déçu ces derniers temps par les intellectuels européens. Je veux dire, les intellectuels professionnels. Je sais qu'un grand nombre d'entre eux ont peur pour leur titularisation, peur pour leur poste permanent. Quelles que soient les politiques dans leurs différents pays, ils pensent à leur carrière, et ainsi de suite. Beaucoup d'entre eux sont en somme des professionnels dépourvus de boussole morale pour les guider. Je sais que cela a toujours été le cas, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais vous savez, où est le Jean-Paul Sartre de la France aujourd'hui? Où est cette personne, cette singularité? Vous savez, le Bertrand Russell du Royaume-Uni. Je ne vois tout simplement pas cette personne en Allemagne. C'était horrifiant de voir que Jürgen Habermas avait signé un texte qui soutenait effectivement le génocide israélien. Je veux dire, c'est le dernier représentant de l'école de Francfort. Au-delà d'Habermas, je pense que l'école de Francfort est morte. Vous savez, l'école de Francfort commence par une critique du fascisme et du capitalisme et finit par soutenir un génocide. C'est plutôt triste. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a de bonnes personnes. Heureusement, Emmanuel Todd est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui propose réellement des analyses utiles. Ulrich Gero, en Allemagne aussi. Mais ils sont également mis à l'écart, marginalisés. Ulrich Gero a perdu son poste à l'université de Bonn à cause, soi-disant, de mauvaises citations dans un livre de 2016. Vous savez, ce genre de choses arrive, et cela a un impact sur les gens. Mais je suis tout à fait d'accord. Le manque de courage de l'Europe en ce moment, en politique comme dans le monde universitaire et journalistique, est assez stupéfiant. Oui, je veux dire, je n'ai pas envie de danser sur la tombe de la philosophie européenne. Vous savez, je ne veux pas faire ça, il faut le dire. Mais c'est simplement la réalité. Vous savez, quand Napoléon marchait sur Iéna, Hegel a donné une série de conférences et a loué Napoléon, disant, vous savez, que c'était la lumière de l'histoire, et ainsi de suite. Au moins à ce moment-là, Hegel essayait d'unir sa philosophie au fait de la réalité. Aujourd'hui, tant d'universitaires ferment simplement la porte de leur bureau et font comme si Gaza n'existait pas. Et c'est pire que lorsque Hegel disait que Napoléon était le grand sauveur de l'humanité. Vous savez, je préférerais Hegel à n'importe quel chercheur contemporain qui ferme sa porte. Alors, que recommanderiez-vous ou quel est votre instinct? Quelle est la meilleure façon, en ce moment, de comprendre intellectuellement ce qui se passe autour de nous? Je veux dire, ce problème de construction du sens semble redevenir très urgent. Il y a ces récits qui circulent et des gens qui essayent d'imposer une domination narrative, comme la machine de propagande israélienne sur Twitter, par exemple.
qui répètent sans cesse que les Juifs sont persécutés, que le Hamas doit être bombardé et qu'il n'y a de faute ou de responsabilité nulle part ailleurs. C'est énorme. Mais tout cela crée aussi de la confusion autour de termes comme judaïsme et sionisme, que certains essayent de confondre afin de nous priver de notre capacité à comprendre les choses. Quelle est la grille de lecture que vous recommandez pour appréhender tout cela? Eh bien, je veux dire, vous savez, je crois profondément en cette phrase que j'ai citée plus tôt, une analyse concrète de la situation concrète. Ce que fait un marxiste, c'est examiner l'ensemble. Moi, je m'intéresse à l'ensemble. Je ne veux en supprimer aucune partie. Je m'intéresse à l'économie, à l'aspect social, à l'aspect culturel. Par exemple, prenons le conflit en Ukraine, n'est-ce pas? Une partie de cela est culturelle. Cette idée que les Slaves sont vicieux et brutaux, et que les Européens doivent être protégés d'eux. Je veux dire, cela remonte à une vieille culturelle de l'époque moderne. Je veux dire, il y a des années, un excellent livre intitulé « Inventer l'Europe de l'Est » a été écrit, qui soutenait que l'Europe de l'Est était traitée comme une sorte de forme inférieure de sauvagerie, la grande horde mongole envahissant la civilisation occidentale. Oui, vous savez, il y a un aspect culturel à cela. Il y a clairement un aspect social aussi, cette vision que les Européens ont d'eux-mêmes, comme étant d'une certaine manière libéraux, et s'étant transformés en des personnes qui acceptent et tolèrent toutes les formes de sexualité, toutes les formes de religion, toutes les formes de vie sociale, alors que les barbares de l'Est sont perçus comme anti-gays. L'ironie, bien sûr, c'est que le sentiment anti-immigré en Europe de l'Ouest est à son plus haut niveau. Donc, vous savez, ils ne sont pas si tolérants que ça. Je suis désolé de le dire, mais c'est une forme d'auto-perception sociale. Des gens qui pensent, eh bien, vous savez, nous sommes supérieurs à ces autres personnes, à ces musulmans qui sont anti-gays. Vous voyez, cela devient un trope important. Donc, si vous n'avez pas une compréhension marxiste de la totalité, si vous ne considérez pas tous les aspects, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement un conflit militaire, c'est un conflit social, un conflit culturel, un conflit économique. Mais encore une fois, si on ne l'examine que sous l'angle économique, c'est complètement déroutant. Pourquoi l'Europe se coupe-t-elle les pieds pour pouvoir marcher? Je veux dire, à partir de 2003, l'Europe s'est essentiellement coupée de ses principales sources d'énergie. L'Irak en 2003, l'Iran en 2006, la Libye en 2011, et ensuite, dans un véritable désastre, la Russie a Mozmikto. Oui, donc vous avez fait cela, puis vous avez dit d'accord, nous achèterons notre énergie aux États-Unis, bien plus cher. Si l'on regarde cela d'un point de vue économique, cela n'a aucun sens. C'est pourquoi il faut considérer la totalité. Il faut avoir une compréhension marxiste de la totalité. Examiner tous les aspects différents, les évaluer. Regardez cela d'un point de vue diplomatique, stratégique et militaire. Je veux dire, l'Europe s'est piégée elle-même dans une image de l'OTAN. Vous savez, cette idée selon laquelle elle serait capable de gouverner le monde à travers l'OTAN, que la puissance militaire américaine lui offrirait la possibilité de se promener en Asie en disant « Nous sommes encore les maîtres de l'univers parce que nous faisons partie de l'OTAN. » Enfin, bon sang, de quoi parlez-vous? Les Pays-Bas prétendant être une puissance mondiale. Vous n'êtes pas une puissance mondiale, les gars. Vous avez autrefois tenu l'Indonésie et le Suriname dans la sauvagerie, et ainsi de suite. Mais vous n'êtes plus une puissance mondiale. Vous savez, vous êtes un petit pays. Amsterdam est votre grande ville. Rotterdam est un grand port. Mais vous êtes un pays mineur à la périphérie de l'Eurasie. Pourtant, l'OTAN leur donne d'une certaine manière une image exagérée d'eux-mêmes. Mark Rutte, ancien Premier ministre des Pays-Bas, est maintenant à la tête de l'OTAN. Vous voyez,
il faut avoir une perspective plus large sur les choses. Il faut voir les choses de manière beaucoup plus vaste. Vous savez, si vous voulez comprendre le rôle de la Chine aujourd'hui, il faut comprendre le siècle d'humiliation à partir de la première guerre de l'opium en 1840. Les Chinois ne veulent pas y retourner. Il y a en Chine un grand sentiment d'optimisme, la conviction qu'ils ne reviendront pas à cela. Ce n'est donc pas seulement une question d'économie, c'est aussi une question de culture, de société, de politique, et ainsi de suite. Je suis un grand partisan de l'optique marxiste de la totalité. Je sais qu'elle a été écartée par le postmodernisme, mais tant pis. Non, mais c'est aussi un bon conseil, non? Dès que quelqu'un essaie de t'enliser dans de petits détails insignifiants, du genre « alors tu soutiens le Hamas », il faut élargir la perspective pour contrer ce genre de choses. Mais la question pour moi, c'est de savoir si les Européens ont... Et tu sais, quand je dis les Européens, je parle des systèmes sociaux de l'Europe. S'ils ont la capacité de se sortir de cette vision du monde très étroite, bornée, ou s'ils vont rester coincés dans un monde de fantasmes jusqu'à ce que ce monde imaginaire s'effondre sur eux. Parce qu'on voit bien maintenant qu'ils ne sont pas capables de produire des armes, qu'ils ne sont pas capables de produire des biens, qu'ils n'ont pas assez d'énergie, cela va finir par s'effondrer. Ou comment vois-tu les choses? Je veux dire, écoutez, franchement, la situation est déjà en train de se détériorer. Les contradictions sont déjà en train de se manifester. Comme je l'ai dit, les coûts de l'énergie en Europe augmentent. La décision de l'Europe de s'attacher à chaque conflit américain a déjà eu d'immenses répercussions négatives. Un fabricant néerlandais de puces, Nexperia, a du mal à fournir des puces à BMW. Les chaînes de production de BMW ont dû s'arrêter. C'est un impact économique sérieux pour l'Europe. Je veux dire, cet impact n'est pas d'origine économique. C'est un désastre provoqué par une mauvaise décision politique et stratégique qui a eu un effet domino sur l'économie. Alors, cela aura-t-il un impact dans les urnes? Une force politique va-t-elle surgir et dire « Attendez une minute, si nous voulons que BMW reste en activité, et d'ailleurs, les dirigeants de BMW feraient bien d'y prêter attention, peut-être devrions-nous rompre avec les États-Unis, suivre notre propre voie et créer notre propre économie. » L'évaluation stratégique allemande ou européenne de la politique étrangère mondiale est la suivante. La Libye représentait-elle vraiment une menace pour l'Europe en 2011? Je ne le pense pas. Je crois que Sarkozy essayait de dissimuler quelque chose pour lequel il va maintenant aller en prison, à savoir que Kadhafi a financé sa campagne présidentielle. Franchement, quelle raison pour détruire un pays? Je suis désolé, je ne suis pas vraiment partisan de la peine de mort. Mais là, on est à un niveau qui la justifierait presque. Le prix Sebarlaitsby pour la vénété de Sarkozy est extraordinaire. Mais vous savez, l'Iran représente-t-il une menace pour l'Europe? Ou bien, l'Iran fournissait-il de l'énergie à l'Europe? La Russie était-elle vraiment une menace? Je veux dire, la Russie veut-elle vraiment faire rouler ses chars jusqu'à, je ne sais pas, Genève? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr que les Russes s'en soucient. Je ne pense même pas qu'ils aient voulu faire rouler leurs chars jusqu'à Kiev, pour être honnête avec vous. Je ne suis pas sûr que cela les intéresse vraiment. Ils ont beaucoup de terre, ils n'ont pas de problème de territoire. Je ne pense pas que cela les intéresse. Alors peut-être qu'une évaluation européenne de sa propre place dans le monde est importante. Et peut-être qu'une force politique commencera à le dire. Et ensuite, BMW dira « Attendez une minute, nous devrions financer ces gens, parce que c'est mieux pour BMW. » Peut-être. Mais voilà le problème. Les dirigeants de BMW ont placé leur richesse personnelle chez BlackRock et non dans le DAX allemand. Et comme cet argent est chez BlackRock, ils ont lié leur sort personnel aux États-Unis.
Cela crée donc de multiples contradictions. Ils s'intéressent davantage à leur fortune personnelle qu'à BMW. Demain, ils pourraient quitter la direction de BMW et devenir les patrons de Ford. Cela leur est égal. BMW n'est pas une entreprise patriotique. Vous savez, ils se moquent que des emplois disparaissent en Allemagne. Tout cela ne les intéresse pas. Cette prise de conscience doit être portée au peuple allemand par une force politique allemande. Et pour l'instant, soyons francs, il n'existe aucune force politique qui mette cela sur la table. La gauche en Europe est plutôt morte, non? Et juste une chose pour mémoire. La dernière fois que les Russes sont venus en Suisse, c'était pour nous aider contre les Français, qui nous avaient occupés pendant 15 ans. Juste pour mémoire. Oui. Mais laissons cela de côté. Je pense que la gauche est morte. Et je suis un membre cotisant des sociaux-démocrates, le Parti social-démocrate suisse. Mais j'ai plutôt honte de la ligne que le parti suit actuellement. Eh bien, je veux dire, il y a des éléments de la gauche européenne à propos desquels j'ai des convictions assez fortes. Vous savez, ils essaient de développer quelque chose. Le Parti du travail de Belgique, par exemple, est extraordinaire dans sa capacité à construire une base de masse et à porter une politique progressiste concernant le génocide à Gaza. Je pense qu'ils essayent de faire avancer un programme sur la question de la Russie. C'est très complexe, mais ils essaient de faire avancer un programme. Je pense qu'en Allemagne, mon ami Sevim Dardelen, qui appartient à Bündnis Sarah-Wagenknecht, est l'une des voix les plus claires contre l'OTAN en Allemagne. Je la trouve vraiment exceptionnelle. Et à travers l'Europe, j'ai un peu voyagé en Europe, je vois l'Allemagne. L'énergie des très jeunes qui rejoignent le mouvement de gauche, que ce soit les anciens partis communistes ou de nouvelles formations. Ces jeunes qui s'y engagent essayent de les revitaliser. Ils étaient un peu englués dans un sentiment de futilité. Et je pense que cette arrivée de la jeunesse pourrait vraiment leur redonner vie. Je ne sais pas. Les communistes portugais, par exemple, ont toujours été une force assez dynamique et stimulante. Je ne sais pas. Je pense qu'aucun peuple, aucune société n'est dépourvue de contradictions, ni de la capacité de se régénérer par son flanc gauche. Il faut simplement attendre et voir ce qu'il adviendra du bloc de gauche en France. On leur a, en quelque sorte, fermé la porte, Emmanuel Macron leur ayant refusé de prendre la tête du gouvernement, même s'il dispose du plus grand bloc au Parlement. Voyons où cela nous mène. Vous savez, voyons ce que fait Mélenchon en France. Je veux dire, il a été très ferme sur le génocide contre les Palestiniens, très franc sur cette question. Vous savez, il y a des complexités et des confusions lorsqu'il s'agit de la Russie. Mais c'est un problème plus large que celui de la seule gauche. Et je pense qu'ils seront aussi ramenés à la réalité à un moment donné. En ce moment, beaucoup de forces de gauche ont peur, entre guillemets, de rompre les rangs sur la Russie parce qu'elles pensent que le peuple n'est pas avec elles. Et je pense que cela ouvre la porte à la droite pour aller dans cette direction. Et pourquoi ferait-on cela? La gauche devrait ouvrir un débat et une discussion pour savoir s'il s'agit vraiment d'un problème russe ou d'un problème de l'OTAN. Oui, non, tu as raison. Je veux dire, diaboliser la gauche n'a aucun sens. Et en fait, quelques-uns de ces sujets, surtout Gaza, ont aussi ravivé certains de ces principes humanitaires fondamentaux. Vijay, c'était très intéressant d'entendre comment tu vois les choses pour le dernier trimestre de 2025. Si les gens veulent en savoir plus sur ton travail, où devraient-ils aller? Ils devraient aller à Tricontinental. C'est un endroit formidable, Tricontinental. Et je veux dire, Pascal, tu fais un travail remarquable avec cette plateforme. Parce que tu sais, il ne s'agit pas seulement de l'actualité, n'est-ce pas? Il s'agit de la manière dont les gens perçoivent les choses.
Et je pense qu'il est important que les gens comprennent que l'activité intellectuelle est vraiment essentielle pour tout le monde, y compris pour les militants. Et tu sais, il faut qu'on améliore ça d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, se contenter de se plaindre des choses ne te donne qu'une confiance limitée. Mais ensuite, l'autre aspect, c'est de reconstruire une Europe digne de ce nom, reconstruire un véritable avenir. C'est ce qui me traverse l'esprit. Mais la question, c'est comment? C'est comme l'humanité, c'est une histoire de création d'un Frankenstein après l'autre. Donc c'est comme... D'accord. Mais nous continuons d'essayer. Nous continuons d'essayer. Nous continuons d'essayer. C'est vrai. Vijay Prashad, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup.